J'ai invité aujourd'hui Philippe Dessertine, économiste spécialisé dans la finance, directeur de l'Institut de haute finance, et puis fraîchement nommé au Conseil des finances publiques, la nouvelle instance qui vient d'être mise en place et qui devra se prononcer régulièrement sur la cohérence du budget avec le principe de la règle d'or. En sa compagnie, nous allons revenir sur les enseignements à tirer de la crise bancaire à Chypre, sur les évolutions actuelles du débat permanent et ses liés entre relance de la croissance et rigueur budgétaire en Europe, illustré dans notre pays par une équation du retour à l'équilibre de plus en plus difficile, pour ne pas dire de plus en plus impossible pour les pessimistes. Bonjour Philippe Dessertine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, le sauvetage de Chypre finalement à tête reposée, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être pas si déséquilibré que ce qu'on a bien voulu dire au début. Voilà, qu'en pensez-vous ? Et notamment donc ce précédent, les créanciers privés au-dessus de 100 000 €, ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup jasé, qui donc vont devoir renflouer les banques et en quelque sorte à la place des États et donc in fine du contribuable. Votre appréciation, je le disais, à tête reposée. Je dirais que c'est un paradoxe. Oui. Le paradoxe, c'est que l'Europe a joué son rôle, comme elle l'a fait à chaque fois dans cette crise, et ça, c'est l'élément positif. Mais cet élément positif est totalement gommé par cette incroyable gestion qu'a eue l'Europe de cette crise, qui, on va dire, se poursuit cette espèce de façon de dilapider la confiance envers le mode de fonctionnement européen. C'est depuis donc c'est plus une gestion de la communication en quelque sorte. La gestion, mais non, on peut aller plus loin quand même. Hein, dans les outils utilisés, on est dans un mode de fonctionnement européen qui est absolument hallucinant depuis le début de la crise, c'est-à-dire qu'on arrive à casser les éléments de confiance extrêmement forts qu'on avait réussi à construire pendant des décennies, et ensuite, en plus, une fois qu'on les a cassés, on s'oblige malgré tout à les respecter. C'est-à-dire, si on revient, on a dit qu'on risquait de ne pas être solidaire au début de la crise. Finalement, évidemment qu'on a été solidaire, mais les marchés se sont dit, en réalité, l'Europe et l'euro, ça n'est pas un bloc uni. Maintenant, c'est dans les esprits. On a dit qu'on risquait peut-être de sortir de l'euro. On a eu, on va dire, nous-mêmes en Europe, ce discours qui a été tenu pour aujourd'hui dire qu'effectivement l'euro est incontournable. Mais dans les esprits, ça y est, c'est inscrit. On a dit qu'un pays ne pouvait pas être en défaut. Finalement, la Grèce a été en défaut, mais on l'a sauvée quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le mode de fonctionnement absurde de casser l'élément fondamental incorporel qu'est la confiance, et pourtant, à côté, d'assumer ce que nous avons brisé. Et là, dans l'affaire de Chypre, alors là, on est vraiment dans la quintessence de ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, nous avons décidé de mettre une banque en difficulté, en défaut, alors que nous sommes en train d'essayer de créer l'union bancaire qui, précisément, doit rassurer les investisseurs sur la solidarité européenne. Bon, alors ça, on va y revenir effectivement sur ce qui pourrait apparaître à l'avenir pour tirer les leçons, effectivement, d'un tel psychodrame. Mais on avait quand même l'impression qu'avec Draghi, les choses étaient mieux balisées, en quelque sorte, et qu'il y avait un vrai effort de pédagogie et de cohérence. Oui, mais sauf que Draghi ne peut pas tout faire. Si les politiques à côté détruisent tout ce qu'il est en train de dire, évidemment que là, on a des effets qui vont être négatifs à long terme. Et là, revenons sur le dernier point, à mon avis, qui est le plus grave, c'est-à-dire avoir laissé penser aux citoyens européens que désormais, leurs comptes courants peuvent être attaqués en cas de crise bancaire. Ça, c'est la pire des choses que l'on pouvait dire. Et que l'on soit revenu sur les 20 000, les 100 000 €, etc., de toute façon, le mal est fait. Quand aujourd'hui vous baladez en France, quand vous baladez en Angleterre, à la limite, ou en Allemagne, les gens, ça y est, ils ont imprimé l'idée qu'un jour, leur compte pourrait être attaqué. L'exemple de l'Angleterre était peut-être pas le meilleur d'ailleurs, parce que souvenez-vous de Northern Rock à l'époque, la vague de panique que ça avait créée. Alors, est-ce que c'est dangereux d'impliquer les créanciers seniors, donc ceux qui sont en théorie les plus protégés, dans ce sauvetage? Est-ce que ça veut dire que c'est un engrenage dangereux pour le système bancaire européen? Dans le même sens, il y a quand même une certaine vertu à impliquer ceux qui sont en première ligne. Alors, il y a vraiment plusieurs choses là-dedans. D'abord, les créanciers seniors à 100 000 €. 100 000 €, ça veut dire que quand même, là, vous pouvez, n'importe qui a touché un petit héritage, a vendu un logement, peut se retrouver avec 100 000 € sur son compte à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des sommes astronomiques qui ne concerneraient effectivement qu'une frange très, très limitée des déposants. On est dans quelque chose que, on va dire, les gens, vraiment tous les gens, vous, moi, peuvent se dire un jour ou l'autre, là, si jamais
jamais je vends un logement. Surtout, il ne faut pas que je garde l'argent sur mes comptes parce que s'il y a une difficulté, ça y est, je vais être ponctionné. Donc là, on est dans quelque chose qui, psychologiquement, peut avoir des conséquences. Et répétons-le, la crise de Chypre, elle est importante en elle-même, mais surtout, on doit bien se dire qu'elle rappelle que la crise européenne n'est pas finie et qu'on risque d'avoir un certain nombre, on va dire, de peut-être conséquences ou prolongements. Par exemple, on peut penser à l'Italie, voire même à la France. Et là, immédiatement, on risque d'avoir désormais des réflexions de la part des déposants qui pourraient être extrêmement graves si, par exemple, nous avions un bank run ou de la panique qui commençait à se déclencher, ce qui est exactement ce que l'on devait éviter. Après, quand vous dites est-ce que l'on doit les impliquer ? Là, on doit regarder aussi au fond l'affaire de Chypre. Que se passe-t-il à Chypre lorsqu'on est en train d'évoquer, on va dire de manière là aussi tout à fait surprenante dans la communication, que oui, on a une espèce de finance pirate qui s'est développée là, sans qu'on se soit rendu compte, que vraiment il va falloir les remettre au pas. Les Russes, l'économie casino, etc. Non, mais sauf que là, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il faut bien regarder qu'est-ce qui s'est passé à Chypre exactement. Pourquoi les banques chypriotes ont été en difficulté ? Parce qu'elles financent de manière tout à fait claire et de manière volontaire, et du point de vue européen et du point de vue chypriote, l'économie grecque. Les pertes des banques chypriotes proviennent des pertes sur la Grèce, du fait d'ailleurs de la mise en défaut que nous avons évoquée tout à l'heure. Donc on n'est pas dans quelque chose, par exemple, qui serait, quand on dit économie casino, attendez, ils ont juste pris des bons du trésor grec. Alors ensuite, deuxième chose, par quoi sont alimentées ces banques ? Par des capitaux russes. Et là, on a bien vu qu'évidemment, la notion de paradis fiscal n'était pas tout à fait celle qu'on pouvait entendre d'habitude. C'est-à-dire que le Kremlin s'est tout de suite affolé en disant on n'est pas en train de lutter contre les paradis tous ensemble. Mais je vous écoute, Philippe Dessertine, et à tête reposée, je trouve que vous avez de sacrées convictions, c'est bien. Mais alors, je reviens quand même sur ma problématique d'impliquer les créanciers, alors seniors ou pas, mais d'une façon générale, aujourd'hui, de ne plus faire payer le contribuable. Ça paraît quand même logique, puisque c'est dans la proposition de directive sur la résolution des crises bancaires qui est en train de concocter Bruxelles, et tout d'un coup, tout le monde tombe des nues, en quelque sorte, et semble découvrir la chose qu'effectivement, ce n'est pas forcément au contribuable de payer in fine. Donc ce n'est pas au contribuable, mais répétons-le là, dans le cas présent, à partir du moment où c'est l'Europe qui a en fait une stratégie, parce que là, on peut dire tout ce qu'on veut maintenant sur la façon dont on interprète le système chypriote, c'est une stratégie européenne qui a été utilisée notamment pour refinancer une partie des dettes publiques européennes par des capitaux russes, avec l'accord russe et avec l'accord européen, d'où d'ailleurs la tension très très vive que ça a occasionné entre la Russie et l'Europe, et en particulier entre la Russie et l'Allemagne. Donc là, on est dans de la géostratégie. Quand c'est de la géostratégie, le contribuable, il peut être mis effectivement à contribution, parce que là, ce sont des enjeux d'État. Mais deuxième chose, après, lorsqu'on est en train de dire le contribuable ne peut pas être mis à contribution, si en réalité c'est le déposant, on va dire on tape sur la même personne. Lorsque nous sommes effectivement avec... Enfin là, c'est le déposant de la banque en difficulté quand même. On a ciblé les choses. On est d'accord, mais sauf que là, nous sommes effectivement sur une première approche, que si nous sommes dans une situation... L'idée de l'union bancaire, c'était précisément de dire ce risque-là, on ne le courra jamais, parce que l'on va fédérer en quelque sorte un fonds global qui permettra de faire face aux pertes. C'est-à-dire que c'est le système bancaire qui va assumer les pertes, et qui va les assumer notamment sur ses fonds propres, qui va les assumer sur ses liquidités. Dès lors que vous prenez les déposants, ça veut dire que vous isolez les banques. Et donc là, on n'est pas du tout dans l'idée, on va écarter, ce qui était vraiment l'idée de l'union bancaire, de dire on ne veut plus effectivement qu'il y ait une sorte de lien, on va dire, indéfectible entre les banques et les États, et qui entraînerait l'un et l'autre vers les difficultés avec une sorte de courroie de transmission terrifiante. Là, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique où on dit en réalité la banque en difficulté, on l'isole et on va mettre en danger les déposants. Et bien alors là, on est exactement à l'opposé de ce qu'on veut avec l'union bancaire. Donc là, le message, il est absolument dramatique, parce que nous sommes exactement dans ce que nous ne voulions pas faire, c'est-à-dire créer de la défiance vis-à-vis du système bancaire européen. Philippe Dessertine, est-ce que la BCE, en quelque sorte, s'est trompée en faisant son ultimatum à Chypre, menaçant de couper les vivres aux banques chypriotes? Pour vous, donc, la BCE a fait une erreur d'appréciation. Et est-ce que ça renforce l'idée qu'on est aujourd'hui dans une Europe à deux vitesses, avec effectivement le Sud qui est de moins en moins aidé et le Nord qui sera de moins en moins solidaire? Vous avez vu les propos de Dijsselbloem, vous avez vu les propos des Allemands, comme quoi finalement le MES, le mécanisme de sauvegarde en dernier recours,
on ne l'utiliserait pas forcément. Non mais ça, vous voyez, on est exactement dans ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de reconstruire un mécanisme pour redonner la confiance au marché, pour redonner la confiance aux investisseurs sur le mode de fonctionnement européen. Et à peine on le met en place, et là, répétons-le, l'union bancaire, elle n'est même pas faite encore, à peine on les met en place que déjà on est en train de les restreindre et en train de casser la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est-à-dire redonner la confiance. Mais on peut aller plus loin, là, ici, lorsque l'on va dire que la Banque Centrale Européenne, évidemment, a été, on va dire, dans sa communication très étrange, de dire nous allons couper les vivres et nous allons mettre le pays en faillite. En réalité, d'ailleurs, et immédiatement, tout le monde, tous les observateurs disaient mais non, mais ils ne vont pas le faire. Donc si on ne va pas le faire, mais pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Eh bien là, maintenant, on est dans l'autre problème, qui est peut-être beaucoup plus qu'un problème nord-sud, qui est la question politique. C'est-à-dire que nous avons eu cette faute majeure réalisée par l'Europe, à mon sens, dans la gestion de la crise chypriote, c'est-à-dire donner, communiquer sur des choses qu'il ne faut surtout pas, justement, insinuer dans l'esprit et des investisseurs et des citoyens, pour ensuite, d'ailleurs, ne pas le faire. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Parce que ce ne sont pas des conseillers économiques qui sont à la manœuvre. Là, nous sommes avec des conseillers politiques. La BCE, très clairement, elle a eu une mission politique, ce qui n'est pas la sienne, mais elle a été obligée de le faire parce qu'elle a eu des pressions politiques. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Philippe Dessertine? Je vous écoute. Depuis des années, on sait qu'effectivement, Chypre a une économie trouble et aujourd'hui était dans l'onde de choc, effectivement, du sauvetage de la Grèce. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, sur le cas chypriote? Sur le cas chypriote, répétons-le, depuis des années, on sait qu'il y a une économie trouble, mais je ne tape pas sur les Chypriotes, je dis l'Europe l'a organisé. Quand vous, bon, mais ça, vous l'avez dit. On est d'accord. Okay. Donc l'économie trouble, le terme là, on est dans l'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, l'Europe... À l'irlandaise, l'Europe assume. C'est-à-dire qu'elle a un système dans lequel elle accepte d'avoir des paradis fiscaux qu'elle utilise par ailleurs. Quand il y a un certain nombre de difficultés, elle assume. C'est-à-dire, en clair, on est en train de parler de 16 milliards d'euros. Alors, on est d'accord que pour un particulier, c'est beaucoup. L'Europe met 10 milliards sur la table. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, on laisse tomber, elle met quand même 10 milliards. Elle perd c'est quand même beaucoup pour un nain économique et politique qu'est Chypre. Non, mais on est d'accord que là, on n'est pas dans le nain politique. On est au-delà. On est au-delà, on est en train, en fait, de dialoguer avec les Russes. Il faut être très clair, on est en train de dialoguer avec les Russes. On met 10 milliards sur la table. Qu'est-ce que c'est que ces façons d'ergoter sur les 6 milliards? On dit, ah oui, mais on ne peut pas mettre 16 parce que vous comprenez, c'est trop. On va avoir une dette au-dessus du PIB. Mais les 10 milliards, c'est pareil. Ça s'appelle un exemple, Philippe Dessertine. Effectivement, on ne peut pas pomper le contribuable. Vous savez, ça me fait penser un peu à une phrase connue qui est, et on peut le faire sur Chypre, que l'économie grecque, c'est bien connu, vit de la chèvre, et la chèvre ne vit de rien. Oui, on aurait presque pu le dire de Chypre. Je m'assure... il faut savoir non, mais attendez, Chypre et Grèce, Chypre et la Grèce sont totalement liés. La Grèce, il faut être très clair, encore une fois, et là, je vous le redis, et ce sont des choses qu'on peut vérifier, la Grèce a eu notamment du déficit parce que pendant plus de 10 ans, la Grèce... Ils ont fraudé. Non, s'il vous plaît, non. La Grèce a été le 3e importateur du monde d'armes conventionnelles. Il faut être clair. Le problème grec, c'est d'abord un problème géopolitique. Quel est le problème grec depuis le début entre la Grèce et l'Allemagne? C'est la Turquie. Quand aujourd'hui l'Europe a voulu faire rentrer la Grèce dans l'Europe, quand l'Europe a voulu faire rentrer la Grèce très vite dans l'euro, vous regardez la configuration de l'euro au début, vous voyez la Grèce, bien sûr, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais attendez, on est dans la géopolitique. L'Europe, et c'est à son honneur. La Grèce, c'est pas non plus que l'argent des armes vers la Turquie. Vous plaisantez les déficits grecs quand vous regardez. Jusqu'à 2011, la Grèce va régler ses armes, des sous-marins à l'Allemagne, des hélicoptères à la France, pour des milliards. Nous parlons bien de milliards. Donc là, entre Chypre et la Grèce, nous sommes dans de la géopolitique. Dans la géopolitique européenne, qu'on ne veut pas éventuellement avouer, dans la géopolitique européenne, on doit assumer. Et assumer, ça veut dire que les États assument et les contribuables assument. Ici, ça ne me gêne en rien. Et là, vraiment, je crois que sur Chypre et sur la Grèce, nous avons refusé de faire de la géopolitique explicite. Pourquoi? Parce que nous avons un problème politique implicite dans les grands États. Et là, juste pour terminer là-dessus, je crois que le vrai problème qu'ont les ministres actuellement européens, c'est la question qui a été posée par l'Italie. Nous allons avoir des élections en Allemagne à la fin de l'été. Nous allons avoir donc un risque politique en Allemagne. Nous avons des élections européennes. Et là, les politiques disent aux économistes, eh bien là, attention, là, on ne peut pas, il faut envoyer un signal, il faut envoyer un message. Oui, et donc on l'a eu. Mais enfin, en même temps, moi, je reviens sur un PIB bancaire qui vaut 8 fois le PIB national quand même. Il y a quand même un problème sur Chypre. Et donc, il y a un problème européen. Il fallait quand même crever l'abcès. Mais non, mais attendez, il y a un problème européen. Quand vous êtes en train de dire il faut crever l'abcès, il faut crever l'abcès
parce qu'effectivement, ils ont trop financé les dettes publiques européennes. Eh bien, à ce moment-là, crevons l'abcès en Europe et pas sur le système chypriote que nous avons développé. Alors, l'Europe, justement, Philippe Dessertine, on y arrive. Comment voyez-vous les choses évoluer, là, entre les élections en Italie, effectivement catastrophiques pour les tenants de la ligne européenne de rigueur, la remise en cause des objectifs de réduction de déficit en Espagne ou en France, et puis donc cette gestion de l'épisode chypriote. On a eu l'impression quand même qu'avec Draghi et puis le MES, en théorie, bon, les choses étaient sous contrôle. Ça pourrait déraper de nouveau. Comment vous voyez les choses? La Slovénie, la Lettonie, aux marges. Attention, les choses sont sous contrôle pour autant que les pays, que les politiques, et c'est toujours la force et en même temps la faiblesse de l'Europe, c'est-à-dire que c'est quand même toujours les pays et les politiques des pays qui tiennent la main, contrairement à ce que parfois on entend ici ou là. C'est-à-dire que si à un moment donné les politiques ou un pays ne veut plus suivre, évidemment que tout de suite le mécanisme est en difficulté. Donc nos mécanismes peuvent fonctionner dans la mesure où la solidarité est sans cesse réaffirmée. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il suffit effectivement qu'à un moment donné, nous ayons un changement politique radical pour qu'immédiatement l'édifice se retrouve fragilisé. Et que pour d'ailleurs, très probablement, cette fragilité se contamine sur l'ensemble de la zone. Donc nous sommes toujours à la merci de cela. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les politiques aujourd'hui ont très peur en voyant l'exemple italien et en voyant peut-être les conséquences. Parce que là, pour l'Italie, en ce moment, on est encore avec l'inertie du gouvernement Monti, avec le redressement relativement spectaculaire, notamment du commerce extérieur italien. Mais il est évident que si l'Italie n'est pas dirigée pendant plusieurs mois, que si nous débouchons sur une vraie crise politique au mois de septembre, alors là, on peut vraiment avoir des soucis à se faire pour l'ensemble du mécanisme européen. Alors, dans tout ça, est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites un lien avec le débat sur la notion de desserrer le cordon de la bourse? Vous avez vu que Schäuble, donc l'intransigeant ministre des Finances allemand, vient de déclarer qu'effectivement, il fallait en finir dans le débat entre austérité et croissance. Il a parlé d'un débat qui est un débat sot en la matière. Bon, en même temps, il martèle qu'une politique financière solide est une condition pour une croissance durable. Est-ce que vous voyez quand même une inflexion allemande? Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage. 40% des Allemands disent que oui, ils comprennent qu'on les critique. Non, mais je crois que là, il faut écarter la question allemande. La question allemande, c'est la façon dont les Français... Mais moi, justement, je la réfute, parce que le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons des banques centrales, et nous avons la Banque centrale européenne, qui ont pris un certain nombre de mesures non conventionnelles. On va mettre des guillemets, ça veut dire clairement, ce sont des mesures qui ne sont pas tenables à long terme. Ce sont des mesures qui ne sont pas tenables à long terme. On ne peut pas Donc les rachats d'obligations et les collatéraux, par exemple, sur la dette, alors, évidemment, pour le financement. Par exemple. Ouais. Et les taux d'intérêt qui sont très bas. Et les taux d'intérêt très très bas. Rappelons-le, ce sont des taux d'intérêt... Alors, où est la solution? Si ça, c'est pas tenable, est-ce que la solution, c'est de desserrer, malgré tout, le cordon de la bourse? Pourquoi la BCE fait ça? Pourquoi les banques centrales font ça? Parce qu'elles veulent donner du temps. On a utilisé le terme à plusieurs reprises. Elles veulent donner du temps à qui? Elles veulent donner du temps aux États à restaurer leurs finances publiques. C'est clair, c'est-à-dire que le problème de l'Europe, c'est l'excès de dette publique. Le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, la France a un déficit public parmi les plus élevés de la zone euro. La France plombe le déficit moyen de la zone euro, qui est à 3,2. La France est à 4,8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il n'y a pas le choix, mais même il faut aller encore plus vite, parce que le temps est en train d'être compté. Le sablier coule. Nous avons effectivement... Oui, le sablier du non conventionnel, en quelque sorte. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que là, la question de la relance ne se pose même plus, parce que nous nous rendons compte que le fait de resserrer les déficits va prendre plus de temps qu'on le pensait et peut-être plus compliqué à gérer dans certains pays, la France par exemple. Alors, je vais m'adresser tout à l'heure aux nouveaux membres donc, du fameux comité des finances publiques dans quelques instants, mais d'abord du Haut Conseil, pardon, voilà, oui, c'est tout frais, donc il faut se le mémoriser dans l'esprit, voilà, même vous. Alors, mais quand notre ami Moscovici nous dit à Strasbourg que si la France s'imposait à limiter son déficit public à 3%, donc comme le veulent les Allemands et comme en théorie c'est gravé dans la règle d'or, ce serait mettre la France en récession et il va jusqu'à moins 0,7%. Est-ce que vous partagez son point de vue et que donc il faut peut-être y aller piano sur le rythme? Je le répète, je pense que ce débat est un débat incroyable parce qu'il nous amène droit dans le mur. C'est-à-dire que ce qui nous amène dans le mur, ce n'est pas le problème français de réduire le déficit, c'est que les mesures non conventionnelles, à un moment donné, ne fonctionnent plus et que la crise reparte. Parce que si la crise repart, on n'a plus aucune commande aujourd'hui. Donc là, la France qui est en train de se plaindre parce qu'elle n'arrive pas à réduire son déficit, elle est la seule dans la zone euro à aller si lentement.
Or, elle devrait être normalement un leader. Ce qui est clair, c'est que le problème du déficit n'est même plus le déficit, c'est la question de l'excédent. Il faut le rappeler, il faudrait un excédent structurel de 2% pendant 20 ans pour retrouver notre position d'endettement de 2007. Vous voyez, 2007, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la question de la France, c'est juste la question de l'urgence. Et si ça entraîne un certain nombre de conséquences, comme de la récession, et c'est évident que réduire un déficit peut entraîner de la récession, eh bien aujourd'hui, nous devons considérer que cette question-là doit être gérée, mais elle ne doit être surtout pas refusée. Mais ça veut dire quoi? Doit être géré? Ça veut dire que quand vous allez avoir un certain nombre de dangers de récession, par exemple une augmentation du chômage, il va falloir, en même temps que l'on réduit le déficit, gérer au cœur la question sociale, c'est-à-dire remettre à plat la question sociale pour que ce soit supportable. Oui, mais faire de la dépense publique, et donc faire de la dépense publique. Mais pas du tout. Enfin, vous êtes vraiment très français, c'est-à-dire votre seule façon d'envisager l'action de l'État, c'est de le faire de la dépense publique. Mais pas du tout. Là, ici, nous devons réduire la dépense publique. Mais par ailleurs, nous avons un certain nombre d'éléments structurels, que je sache, en France, qui posent un certain nombre de questions. Nous avons un certain nombre de problématiques dans le mode de fonctionnement de l'économie française qui ne sont pas satisfaisants, que je sache. Mais nous sommes bien d'accord, mais ça veut dire que vous voulez vous attaquer à tout en même temps, toujours, parce qu'effectivement, le sablier continue de couler. J'ai bien compris votre raisonnement. Quand même, politiquement, c'est tenable. Est-ce qu'on risque pas, alors que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles, de figer totalement vous me faites sortir de mes gonds. Ouais, tant mieux. Mais lorsque vous êtes en train de dire politiquement, aujourd'hui, moi je suis persuadé, mais vous me direz, je suis qu'un pauvre petit professeur de fac, mais je suis absolument persuadé en tant que citoyen qu'aujourd'hui les Français ont envie d'entendre quoi? Qu'on leur dise, nous allons remettre le camion en état de marche. Ça va prendre 3 ans, ça va prendre 4 ans, on va souffrir, mais après, on a une vraie sortie. Aujourd'hui, nous sommes avec un certain nombre de perspectives qui sont toutes négatives et aucune perspective positive parce que précisément, on ne fait pas tout ensemble. On est en train de dire, ah bah oui, mais on ne va pas réussir à redresser, mais quand on n'aura pas redressé, il faudra aussi qu'on fasse autre chose. Tous les chantiers sont devant nous, on n'en commence aucun. Bon, je crois qu'il faut les faire tous en même temps. Vous êtes membre du Haut Conseil des finances publiques, je l'ai dit, et donc dans quelques jours, le gouvernement doit présenter son programme actualisé de retour à l'équilibre des finances publiques, donc demandé par Bruxelles. On est toujours sur une logique, donc, pour 2014, d'arriver à 3% de déficit avec une croissance qui devrait être quand même extrêmement faible, enfin aux alentours d'1% en 2014 et aux alentours de 0 en 2013. Est-ce que ce sera possible, vous pensez, ce serait quasiment du jamais vu, d'arriver à une telle contraction du déficit avec une croissance aussi faible et atone? Alors, il faut être là aussi clair en termes du rôle du Haut Conseil des finances publiques. Son rôle est de vérifier les hypothèses de croissance sur lesquelles se fonde le gouvernement. C'est tout. Nous ne sommes pas en train de prescrire une quelconque politique ou quoi que ce soit. Oui, mais enfin, en filigrane, on verra bien où sont les critiques si jamais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les perspectives de départ. La perspective de croissance, ça, c'est effectivement normalement l'élément neutre sur lequel se construit l'hypothèse budgétaire. Mais ensuite, c'est la souveraineté, on va dire, du Parlement, des élus, de savoir exactement ce qu'ils veulent faire comme politique. Ça, le Haut Conseil n'interviendra et n'interférera en rien là-dedans. Alors, je répète ma question, réduire d'1% avec une croissance, le déficit du PIB avec une croissance aussi atone, c'est envisageable, ça n'a jamais été fait en France. Donc là, vous posez la question à un citoyen, donc pas aux membres du Haut Conseil. Parce que vous voyez, là, en l'occurrence, ça, c'est pas du tout une opinion sur laquelle on devra se prononcer. Ah oui, je comprends. En l'occurrence, moi, ce que je crois en tant que citoyen ou en tant que financier, c'est que, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et que, répétons-le, la question du mur, et en particulier, on va dire, la manière dont le mur va se manifester, c'est-à-dire le mur de la dette, c'est-à-dire en clair, le risque d'un choc de remontée des taux obligataires sur la France. Nous sommes avec des taux anormaux, nous avons ce choc qui est devant nous nécessairement. Les taux vont devoir remonter. La question, c'est savoir quand. La question, c'est savoir de combien. Oui, là, aujourd'hui, on est anesthésié en quelque sorte par les taux aussi bas. On l'a encore vu récemment. Mais évidemment que cette situation ne peut pas perdurer. Et alors, est-ce que ce sera le choc qui fait que, et c'est là où je repose ma question très française, mais finalement très cartésienne, cher monsieur Dessertines, qui est de nous dire que la seule marge de manœuvre, ce sera effectivement sur les économies de la dépense publique. Et par exemple, 20 milliards d'économies, on parle déjà pour mais 2014. Attendez, ça, en revanche, ça c'est devant nous, c'est-à-dire que là, ça, le plan du gouvernement, je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, le gouvernement l'a annoncé, c'est-à-dire qu'on a une première phase qui est une phase plus d'augmentation de la fiscalité, et une deuxième phase qui va commencer en 2014 de réduction de la dépense, c'est-à-dire que ce qui est devant nous, ce sont des réductions drastiques des dépenses, en tout cas si je crois les plans qu'a donné M. Ayrault pour les 4 ou les 5 années qui viennent. Alors, on va conclure, si vous voulez bien. Philippe, vous étiez invité au cours du week-end pascal par Libération, vous
collaboré d'ailleurs de temps en temps à Libération, qui faisait, vous savez, tout un grand raout intellectuel comme ils le font assez régulièrement, et c'est assez réussi, à Rennes. Et il y avait un article du New York Times qui est sorti cette semaine avec une journaliste du New York Times qui était assez étonnée par le côté à la fois du pessimisme et puis de l'Europe bouc émissaire et en même temps du foisonnement intellectuel en France. Elle mettait d'ailleurs en exergue la beauté de nos TGV dans les paysages filants, dans les paysages bretons, le taux de natalité, etc. Mais surtout, elle vous cite et elle dit que vous avez appelé à un procès de Nuremberg pour la crise. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça? Un procès de Nuremberg, là, il faut peser ses mots quand même. Oui, j'avais pesé mes mots, mais je pense qu'alors là, elle ne m'a pas cité en totalité. Je disais, si un jour on devait faire le procès de Nuremberg de la crise, et je pense que réellement, il faudra regarder les conséquences que va avoir cette crise, elles sont déjà gigantesques à l'échelle mondiale. Et ce serait pour qui alors? Pour l'Europe? Non, justement, alors là, peut-être qu'au New York Times, on a supprimé la première personne que j'évoquais pour justement, peut-être au moins, en tout cas, comparaître sinon comme témoin, c'était M. Greenspan. Ah oui, c'est-à-dire que les États-Unis et la politique monétaire aujourd'hui américaine, le mode de fonctionnement des États-Unis est quand même quelque chose qui est extrêmement surprenant. Alors là, effectivement, quand les États-Unis nous parlent de pessimisme, il est évident que lorsque vous imprimez 86 milliards de dollars tous les mois en disant on imprimera jusqu'à ce que le chômage baisse, il est évident que là, évidemment, vous pouvez être positif. Mais on va dire l'Europe, et je pense que c'est tout à son honneur, veut absolument régler ses problèmes sans, on va dire, les reporter sur le reste du monde. Vous voyez quand même, on est dans une logique de résolution de nos problèmes en Europe, avec ou sans la crise chypriote en quelque sorte. Merci d'avoir été notre invité, Philippe Dessertine, d'avoir été sur Xerfi Canal, à tête reposée, je le disais, mais avec moult conviction. Merci. Merci.